Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings de l'œuvre abordée dans cet épisode sont la surveillance, la torture psychologique et physique, la déshumanisation, la manipulation idéologique, la privation. Le traitement de cette œuvre sera sobre. On parle langue, pouvoir, intimité et conséquences. Tu connais déjà les slogans ou tu crois les connaître. Big Brother is watching you. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. 1984 est devenu un dictionnaire de poche des alarmes politiques. Un stock de phrases toutes faites qu'on dégaine dès qu'un mot nous déplaît ou qu'un formulaire nous agace. Relire le roman, vraiment, c'est refaire l'expérience inverse. Retirer les mèmes et retrouver la matière. Ici, la politique n'a pas de laser ni de super vilain. Elle a du papier qui brûle, du chocolat qui se rétrécit, des odeurs de choux cuits, des tickets à perforer, des boiseries qui sonnent creux, un presse-papier de verre ovale où flotte une fleur de corail. Une voix si patiente qu'elle te coupe le souffle au moment où tu espérais qu'elle se fatigue. C'est le premier choc. Orwell ne moralise pas, il l'organise. Il montre comment un monde se tient, par une grammaire, par une logistique, par des gestes que l'on répète jusqu'à n'avoir plus d'énergie pour penser à autre chose. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est refaire le chemin par les zones les plus concrètes du livre. La langue comme infrastructure du pouvoir, la logistique quotidienne qui transforme l'idéologie en texture de vie, le groupe et ses rituels, l'intime comme brèche fragile, Winston et Julia, la pédagogie de la destruction au ministère de l'amour. Et enfin, ce que 1984 dit de son temps, le nôtre y répond comme un écho sans qu'on l'aplatisse en étiquette universelle. C'est parti. On a souvent résumé la novlangue à une blague de linguiste. On supprime des mots, on rétrécit le dictionnaire, et la pensée rétrécit. C'est plus subtil et c'est plus profond. La novlangue n'est pas seulement un vocabulaire, c'est une grammaire qui a des effets. Plus de nuances, moins d'adverbes, des antonymes absorbés par des noms et des plus. On te promet une langue plus efficace qui supprime les excès et les ambiguïtés. Et, ce faisant, on supprime ce qui excède l'ordre du moment. On n'interdit pas la liberté, on supprime les chemins syntaxiques pour s'y rendre. Tout le roman vérifie cette hypothèse littéraire. La pensée ne flotte pas au-dessus des mots, elle habite les tournures. Changer les tournures, c'est modifier l'espace habitable. La double pensée est la sœur jumelle de cette grammaire. Tenir deux idées contradictoires, comme vraies selon la nécessité politique, n'est pas un exercice de clown, c'est une gymnastique. La guerre, c'est la paix, 2 + 2 = 5. Le roman ne rit pas de ces phrases, il montre comment elles fonctionnent. Répétées rituellement, elles deviennent des passes. Elles désamorcent le réflexe de contradiction et l'installent comme talent. La cohérence n'est plus une exigence morale, elle devient une preuve d'obéissance. Tu pivotes, donc tu es des nôtres. À cela s'ajoute la gestion du temps. 1984 fabrique un présent perpétuel où le passé se rétrécit à la demande et où l'avenir s'annonce comme une menace permanente. Winston travaille au ministère de la Vérité à corriger les archives. Geste mécanique presque artisanal. Découper, coller, brûler les brouillons dans un trou d'évacuation. L'idéologie passe par la poubelle. Ce n'est pas seulement brillant en théorie, c'est viscéral à la lecture. On sent la chaleur des tubes pneumatiques, on voit la cendre, on pense à ce que devient une mémoire quand elle perd ses supports. Ces 3 ressorts, langue, contradiction dressée, présent perpétuel, suffiraient à faire un essai. Orwell en a fait un roman. Il y ajoute ce que les slogans ne donnent jamais, des gens. Si le livre mord autant, c'est parce qu'il est rempli d'objets pauvres. Du café de piètre qualité qu'on avale en sachant qu'il est mauvais, des cigarettes qui s'effritent, du savon abrasif, des chaussures qui blessent. On pourrait croire ces détails gratuits, ils sont la preuve sensorielle du système. Un pouvoir qui tient ne se contente pas de prononcer des mots, il répartit des ressources,
il rationne, il compte. La politique d'Océania entre dans les narines. Elle colle à la peau, elle fait de la fatigue un état de base. Et c'est cette fatigue qui fabrique le terrain moral. Il est plus facile d'accepter une phrase toute faite quand on a froid, faim et sommeil. La cantine du ministère est une scène plus politique qu'un discours. On y sert de la nourriture juste assez bonne pour tenir, jamais assez pour penser à autre chose qu'à tenir. On y échange des blagues qui portent sur la qualité du chocolat, on y avale des rumeurs en même temps que des rations. On y trouve ce mélange d'ironie et de résignation qui ressemble à de la liberté et qui n'en est pas. La liberté, dit le roman sans l'énoncer, ne se conserve pas au sec. Elle a besoin de calories, de temps, de papier, de pièces détachées, d'amitié et d'une porte qui se ferme. Le presse-papier de verre, qu'on achète chez l'antiquaire, condense cette politique des objets. On le regarde longtemps. C'est inutile, disait Julia. C'est beau, répond Winston. Il contient un fragment d'un monde où la beauté n'était pas immédiatement suspecte. Quand il se brise au moment de l'arrestation, c'est une chute plus lourde qu'une explosion. Le roman te rappelle que le goût est un droit, celui de préférer ce qui ne sert à rien et qu'on peut le tuer sans un mot en cassant un ovale de verre sur un pavé. Les 2 minutes de la haine, on croit les connaître. En vrai, la scène trouble parce qu'elle dit aussi la jouissance d'être ensemble. On crie, on déteste, on se synchronise. Winston participe. Son corps y trouve un moment de fusion que sa tête refuse. Le rituel canalise une émotion réelle, colère, peur, vers une cible changeante qui entretient le présent perpétuel. C'est aussi un manuel de la captation d'intention. On projette un visage, on varie l'intensité des images, on alterne slogan et silence. On laisse chacun sortir rincé avec l'illusion d'avoir agi. On ne fait pas mieux comme dispositif. C'est glaçant, mais c'est honnête. La force du nous n'est pas un mensonge. Elle est un plaisir. Et c'est pour ça qu'elle tient. Le roman est émaillé d'autres micro-liturgies tout aussi efficaces. La gymnastique du matin, les annonces abruptes au télécran, les changements de ligne politique énoncés comme si rien n'avait changé et aussitôt adoptés. Ces gestes n'existent pas pour l'ornement. Ils épuisent le temps, ils remplissent l'agenda, ils empêchent la pensée en continu. On croit souvent que la censure empêche de dire. Orwell rappelle qu'elle empêche surtout de disposer de son attention. Si la journée est assez pleine, il ne reste plus de mémoire libre pour autre chose. Il faut prendre au sérieux le roman d'amour, pas par romantisme, mais parce que c'est là que se joue l'épreuve de vérité. Winston et Julia ne se promettent pas de renverser l'Empire, ils se promettent du temps. La première rencontre est un ressort presque enfantin, un papier plié dans un couloir, 3 mots qu'on n'entend pas. La clandestinité commence en lecture. Tout de suite après, c'est le corps. Une marche dans la campagne, un parfum, la sueur, une respiration. Le texte ralentit, il devient domestique. La chambre au-dessus de l'antiquaire, c'est un espace volé au présent perpétuel, une tentative de fabriquer du passé à 2. On cuisine, on se repose, on devient des gens ordinaires qui auraient pu vivre là si l'histoire ne les avait pas pris. Cette chambre tient aussi par un objet, une peau de lampe qui filtre la lumière, un petit poêle, un presse-papier. C'est du théâtre régulier. On installe des accessoires pour faire revenir du temps à vitesse humaine. On n'y réussit qu'à moitié. Le roman est sévère mais juste. 2 corps ne pèsent rien contre un système s'ils n'ont pas un réseau derrière eux. Le nous privé est beau. Il ne suffit pas. Ce n'est pas une leçon, c'est un constat. Julia le sait mieux que Winston. Elle cherche des plages respirables, pas une révolution. Winston rêve d'un discours qui leur survivrait. Elle découpe des instants. 2 stratégies de survie, 2 lucides. La chanson de la ferme prole à la cour est un moment de grâce que le texte traite sans emphase. Winston l'écoute, fasciné. Elle ne prononce aucun slogan. Elle chante en étendant du linge. C'est un des rares endroits où le roman laisse entrer un avenir possible, celui d'une vie qui ne passe pas par la doctrine, d'une beauté qui n'a pas besoin d'autorisation, d'une culture qui dépasse le parti. Orwell n'appuie pas, il note et c'est suffisant, on n'oubliera plus la voix. Le plus terrifiant dans 1984, ce n'est pas le télécran, ce n'est pas le cri, ce n'est pas le masque. C'est un homme qui parle bien. O'Brien est l'antagoniste le plus efficace parce qu'il se présente d'abord comme un lecteur de Winston. Il le comprend, il le reconnaît. Il lui donne un sentiment d'être vu que le monde ne lui donne plus. Cette reconnaissance est la porte. La suite est une éducation. Les interrogatoires sont des leçons dont on sort en ayant répondu correctement. O'Brien pose des questions. Il conduit au « oui ».
Il reformule jusqu'à trouver la phrase exactement soumise. Ce n'est pas la caricature d'un tortionnaire, c'est un professeur. Là se joue l'intelligence noire du roman. Il ne confond pas pouvoir et bêtise. Le pouvoir a une logique. O'Brien l'a dit, le pouvoir pour le pouvoir. Ce qui compte n'est pas tel objectif moral, telle organisation de la production, tel bonheur collectif. Ce qui compte, c'est l'exercice du contrôle, sa durée, sa pureté, sa reproductibilité. C'est une thèse sinistre et le livre a le courage de la porter jusqu'au bout. Beaucoup de dystopies trichent à la fin. 1984 ne triche pas. La scène de la salle 101 est souvent mal racontée. On l'imagine gore, baroque, démonstrative. Elle est logique. On te prend là où tu céderas. On ne cherche pas l'exceptionnel, on cherche le personnel. Il ne s'agit pas d'arracher une confession en général. Il s'agit d'arriver à la phrase qui brise le lien le plus fort. La défaite de Winston n'est pas seulement d'avoir cédé, c'est d'avoir prononcé « fais-le à elle et pas à moi ». C'est une phrase simple, inoubliable, parce qu'elle clôt ce que le roman avait ouvert, la possibilité d'un nous qui protège contre l'État. Une fois que ce nous est détruit, il ne reste plus rien à sauver. Le chapitre du livre de Goldstein est un mécanisme à part. On croit entrer dans la théorisation de l'oppression. On se retrouve dans une démonstration piégée. Même le livre de l'ennemi est peut-être produit par l'ennemi. Même l'explication est absorbée. C'est une idée vertigineuse, une manière de dire que la critique peut devenir partie de l'appareil si elle nourrit sa permanence au lieu d'en mesurer la fin. On a parfois l'impression que 1984 tombe du ciel directement sur nos débats. Non, il sort en 1949 d'une tête blessée par la première moitié du siècle, d'un journaliste, essayiste, romancier, qui a vu de ses yeux des formes de mensonges organisés et de terreur. Les ennemis possibles sont multiples. L'expérience politique de l'entre-deux-guerres et la guerre froide naissante pèsent sur chaque page. Totalitarisme brun et rouge, propagande efficace, culte des chefs, purge des archives, rationnement, bureaucratie victorieuse, cynisme des grandes puissances. Ce que le roman saisit, ce n'est pas le régime précis, c'est une tendance. Orwell attrape quelque chose qui dépasse l'étiquette, la discipline d'un mensonge qui se sait mensonge et qui exige qu'on l'aime pour rester en place. Côté forme, on entend ce qu'a donné le journalisme à Orwell, un sens du détail qui ne ment pas, la connaissance de l'effet que produit un mot, une maîtrise des échelles, du geste à l'intuition, du couloir à l'emprise. On entend aussi la tradition anglaise du roman d'idées qui refuse la grandiloquence. Pas de métaphysique lourde, pas de bibliothèque interminable. On lit un écrivain qui a la sobriété du constat, la colère tenue et un humour qui n'allège pas mais qui aiguise. Enfin, on lit le livre de deuil. Deuil d'un socialisme, d'essence commune que l'histoire a piétiné. Deuil des camaraderies trahies, deuil d'une Europe qui aurait pu tendre vers l'émancipation et qui s'est attachée des chaînes nouvelles. Le roman refuse pourtant le révisionnisme sentimental. Il ne dit pas « c'était mieux avant ». Il dit « voici comment on fabrique un présent qui empêche la possibilité d'un avenir différent ». Parler des adaptations n'a de sens que si l'on parle des faits. Le film de Michael Radford a fixé des visages. John Hurt en Winston, Richard Burton en O'Brien, un Londres gris-cendre, un téléécran qui a l'air de respirer. Le cinéma gagne l'immédiateté de la matérialité, la sueur, la crasse, la lampe sourde, et perd un peu de la syntaxe de la double pensée. L'image ne sait pas toujours montrer un pivot intérieur. Elle montre très bien la pénurie. Les mises en scène théâtrales plus récentes, souvent, ont compris que le cœur n'était pas la machine, mais le langage. Elles rythment les slogans, elles assourdissent les bruits blancs, elles font du spectateur un corps associé à un rituel. Chacune, bonne ou moins bonne, révise la balance entre intime et institution. À la télévision, à la publicité, le nom Orwell est devenu un signe. Là réside le risque. Quand un signe sert à tout, il ne protège plus rien. D'où l'importance de revenir au texte. Maintenant, on va transposer 1984 à 2025. Il y a évidemment des échos. Les plateformes ne sont pas des États, mais elles profilent, archivent, curent nos passés, reproposent des souvenirs, fabriquent des rituels, scroll infini, tendances, notifications, qui captent notre attention. Elles ne demandent pas 2 + 2 = 5, elles demandent un pivot permanent de nos opinions selon les flux. Les algorithmes ne brûlent pas les archives. Ils les classent pour nous jusqu'à nous déterrer des versions de nous-mêmes qui arrangent leur économie. Les deepfakes posent des questions à la Winston. Qui tient la preuve ? La novlangue, elle, revient sous forme plus douce.
mots qui promettent l'efficacité et simplifient jusqu'à supprimer l'espace du désaccord. Rien n'est identique, tout est utile à lire avec Orwell. La langue qu'on nous vend, l'attention qu'on nous prend, le plaisir de faire foule. À l'échelle publique, l'usage inflationniste de orwellien est une paresse dangereuse. Tout n'est pas 1984. Si l'on veut honorer le roman, on garde sa grille pour des moments précis. Quand on voit une réécriture officielle du passé exigeant l'adhésion publique. Quand on voit une pression intime, non seulement à obéir, mais à aimer l'adhésion. Quand on voit une langue organisée pour réduire la palette de ce qu'on peut penser sans avoir l'air fou. Tout le reste appelle à d'autres images et d'autres livres. Il est facile de lire les proles comme un réservoir d'espoir paresseux. La vérité est chez eux. Orwell ne cède pas à ce romantisme. Il constate là où la doctrine ne s'applique pas avec la même intensité. La vie trouve des chemins. Là où la langue n'est pas codée, les mots gardent leur grain. Là où les rituels n'ont pas besoin de télécran, la musique reste possible. La scène de la chanteuse en est l'illustration. On peut lire le passage comme une faute d'optimisme. On peut y lire aussi un pari. Si quelque chose doit rester, ce sera corporel et collectif. Pas un essai, pas un programme. La parole ne renverse pas l'état par lucidité. Elle maintient un en-deçà où le réel ne meurt pas. Pour Winston, c'est insupportable et magnifique. Pour nous, c'est une leçon de modestie politique. La beauté peut conserver des puissances que les slogans n'auront pas. On parle trop peu de l'humour d'Orwell. Il est discret, acide, sans éclat. C'est une façon de tenir la phrase. La blague sur le chocolat, la remarque sèche d'un collègue, la gêne de la gymnastique du matin, les codes sociaux dans les couloirs, on sourit et ce sourire n'allège rien, il affûte. Le roman laisse au lecteur une liberté. Constater que le mal peut être poli, propre et raisonnable, doté d'une syntaxe correcte. O'Brien ne crie pas, il corrige, il convainc. Cette politesse est un trait de génie littéraire. Elle rend le triomphe final insoutenable parce qu'il est bien écrit. On ressort de 1984 moins avec une idée qu'avec une boussole sensorielle. On reconnaît la fatigue qu'un régime fabrique, la pauvreté d'un lexique surveillé, la vitesse d'un pivot collectif, la solitude d'un amour sous mission. On se découvre un radar pour les rituels qui prétendent décharger nos passions pour mieux les réclamer ensuite. On se surprend à guetter les phrases qui sonnent vraies parce qu'elles sont courtes. On se surprend à défendre des objets inutiles parce qu'ils sont la preuve qu'on peut choisir autre chose qu'un usage. On comprend pour de vrai ce que veut dire aimer Big Brother. Non pas admirer un chef, mais aimer la paix que procure la fin du conflit intérieur. Il n'y a pas plus dangereux que ce soulagement-là. Le roman, par sa fin, refuse le contrat de répartition que la fiction propose souvent. Pas d'ultime retournement, pas de fusil sur une étagère qui tire à la dernière page. Winston reconnaît sa défaite et l'accepte. C'est dur, c'est honnête, et c'est pour cela que le livre continue de travailler en nous. Il ne nous offre pas de solution, il nous offre une compétence de lecture. Entendre quand la grammaire du monde se met à décider à notre place. On peut parier que si 1984 tient après tant de détournements, c'est par sa prose. Elle est claire, nette, presque modeste. Elle ne cherche pas l'image brillante, elle cherche l'exactitude qui laisse les images venir toutes seules. La salle 101 ne s'encombre pas de métaphores. Elle porte un nombre pour mieux s'inscrire dans la bureaucratie. O'Brien ne rugit pas, il discute. Winston n'est pas un martyr, c'est un homme fatigué qui tente d'être digne une heure de plus. Dans cette tenue, il y a l'héritage d'un journaliste qui a appris la rareté de l'encre, la nécessité du choix. Les héritages littéraires se dessinent en marge, comme Zamiatin avec Nous autres pour la transparence et la norme rationnelle, Huxley pour le contrôle par le plaisir, Kostler pour le théâtre idéologique de l'aveu, Atwood pour le corps comme preuve et prison. Mais Orwell garde son angle. La langue comme outil premier, la matière comme témoignage, la pédagogie du mal comme méthode. Aucun autre texte n'a articulé ces trois angles avec cette simplicité mordante. Il faut le dire, 1984 est un livre dur, pas par ses images qui restent sobres, mais par sa logique. Il n'est pas pour toutes les périodes où l'on a besoin de répartition rapide, de récits qui rendent du courage à la minute. Il est pour les moments où l'on cherche une phrase qui ne ment pas sur ce que coûte la surveillance, sur ce que coûte la peur, sur ce que coûte la fatigue organisée. Il est pour ceux qui veulent écouter comment une langue peut se déplier et plier des vies. Si les scènes d'interrogatoire te dérangent, si le désespoir cohérent te pèse trop, on peut attendre. La littérature ne s'enfuit pas. On a beaucoup demandé à 1984.
On lui a fait dire parfois ce qu'il ne dit pas. Le meilleur moyen de respecter son alarme, c'est de revenir aux pages. À la cantine qui sent le chou, au chocolat qu'on annonce augmenter alors qu'il diminue, le presse-papier qui se brise, à la femme qui chante, au billet plié qui dit « je vous aime », au slogan que la bouche prononce pendant que la tête tente de survivre, au professeur qui corrige jusqu'à obtenir la phrase parfaite de soumission, à l'homme qui finit par aimer ce qui l'a détruit parce que c'est la seule manière de souffrir moins. Ce que le roman laisse, ce n'est pas une injonction hystérique à crier orwellien dès que l'on s'agace. C'est une discipline d'attention, aux mots qui rétrécissent, aux rituels qui épuisent, aux archives qui s'évaporent, au plaisir qu'on te retire puis qu'on te redonne en t'enlevant l'idée que tu pouvais les choisir. C'est aussi une promesse minuscule. Tant qu'on entend la chanson dans la cour, tant qu'on remarque qu'elle existe, tout n'est pas perdu. Il suffit parfois de recommencer, d'un objet inutile qu'on aime, d'un nous minuscule qui tient 1 heure de plus, d'une phrase juste qu'on refuse d'abandonner même si elle coûte. Orwell ne nous offre pas la consolation. Il nous offre mieux, une phrase qui ne ment pas. À nous de la garder vivante dans nos voix, nos papiers, nos gestes, quand la tentation sera grande de préférer la douceur d'un oui très court à la lenteur d'un désaccord argumenté. À nous de choisir, non pas ce qu'il faut penser, mais comment on veut laisser la langue décider de ce que nous pouvons encore penser. C'est tout, c'est énorme, et c'est pour ça que ce roman est magistral. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet épisode consacré à 1984 de George Orwell. J'espère de tout cœur qu'il t'aura donné envie de relire ce chef-d'œuvre. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et n'hésite pas non plus à venir poursuivre le débat avec moi sur Instagram à 50 nuances d'horreur. Je te dis à très vite pour de prochaines histoires qui font peur. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.